les réseaux sociaux, notamment Meta, s'est mis au courant de l'année 2022-2023 à invisibiliser les liens externes. Tout ça rentre dans un contexte de guerre des plateformes. Elles veulent garder le plus possible leurs utilisateurs en leur sein. Et donc, cette espèce d'accord tacite qu'il y avait entre les médias et les plateformes sociales qui consistait à dire bon ben voilà, je produis du contenu de qualité que je publie sur Facebook et ça me rapporte de l'audience et en échange de ça les utilisateurs de Facebook sont contents d'avoir du contenu, n'existe plus du tout. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama, d'une pastille actu aujourd'hui, début mars 2024. Et j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois David Julien Ramil. David Julien, tu es journaliste média au sein du média L'ADN. Bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Eh bien, merci de m'avoir invité et bonjour à tous. C'est très cool de t'avoir. Donc, moi, je t'ai découvert par tes super papiers où tu traites du web, des médias numériques sur l'ADN. Donc, c'est un vrai plaisir de t'avoir. Tu viens ici donc pour commenter l'actualité médiatique, mais aussi donc un des articles qui m'a un peu interpellé, que tu as écrit en février. Et donc, je suis content d'en discuter avec toi. Il s'agit d'un article sur le journalisme web, va-t-il mourir? Donc, ça va être le premier item dans le menu de cette pastille actu, mais on va également parler de l'UX vertueuse du Guardian avec une petite nouveauté dans la manière de présenter certains articles. On va parler également donc d'un autre article de l'ADN sur l'usurpation de voix, de deepfake avec l'IA, donc quelque chose de très concret qui touche nos youtubeurs français. Un petit entrefilet sur François et enfin une recommandation de lecture à lire dans la revue des médias par Mathieu Deslandes sur le plus grand menteur du web. Voilà pour le menu de cette pastille actu. On commence tout de suite, donc je le disais, par un de tes articles assez récents, en février. Si récent que ça, mais pour nous, ça l'est, et je mettrai évidemment le lien dans les notes de l'épisode. Le journalisme web va-t-il mourir? Est-ce que tu peux nous donner un peu le point de départ de cet article? Oui, donc en fait, c'est un papier qui a été inspiré par un article du New Yorkers à la base, qui faisait un petit peu la recension d'un peu des journalistes tombés au four d'honneur dans cette année 2023, notamment, enfin surtout aux États-Unis. Dans mes souvenirs, c'était quelque chose comme plus de 20 000 emplois qui ont été supprimés, tous médias confondus, que ce soit journalisme web ou même aussi podcast Et aux ou États-Unis télévision. uniquement, hein. Ouais, aux États-Unis uniquement. On est parti un peu de ce point de départ-là et c'était aussi une continuité d'un travail qu'on a commencé à partir du mois de septembre et qui partait d'une constatation que nous-mêmes on faisait à l'ADN, qui était nos audiences sont en train de dévisser. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui se passait, c'est que on s'est rendu compte que les réseaux sociaux, notamment Meta, qui pendant très longtemps était vraiment un gros pourvoyeur d'audience, s'est mis au courant de l'année 2022-2023 à invisibiliser les liens externes. Tout ça rentre dans un contexte de guerre des plateformes. Elles essayent toutes d'être plus ou moins hégémoniques et donc pour ça, donc elles veulent garder le plus possible leurs utilisateurs en leur sein. Et donc cette espèce d'accord tacite qu'il y avait entre les médias et les plateformes sociales qui consistait à dire bon ben voilà, je produis du contenu de qualité que je publie sur Facebook et ça me rapporte de l'audience et en échange de ça les utilisateurs de Facebook sont contents d'avoir du contenu, n'a plus du tout, n'existe plus du tout. Il y a une Ouais. invisibilisation des liens externes. Les plateformes sociales veulent à tout prix que les utilisateurs restent chez eux. Et donc, ça veut dire que tout un pan du journalisme web, notamment le journalisme écrit, est en train de se casser la figure. Et ce qui profite plus ou moins aux créateurs de contenu, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, et surtout à la vidéo. En fait, il y a une énorme part qui est donnée à la vidéo. Donc, il y a plein de rédactions qui sont en train de changer un peu
leur mode de fonctionnement, leur format pour pouvoir se mettre à la vidéo. Donc c'est aussi ce qu'on a fait. Et on essaye aussi surtout de trouver des nouveaux canaux de diffusion pour pouvoir quand même continuer à produire de l'écrit, parce qu'en fait, c'est quand même intéressant de produire du journalisme écrit parce qu'on peut Ça dire des permet, choses qui, ouais, et puis ça permet d'aller voilà, plus loin, etc. Mais c'est effectivement, ça. ce constat est fait que les plateformes ont entre guillemets découvert quelque part que elles n'avaient pas forcément besoin des médias pour avoir des contenus engageants, Ça. et les médias qu'il fallait aller sur des vidéos et qu'ils étaient en concurrence avec les créateurs de contenu, et qu'il y a de plus en plus de plateformes aussi, donc ça coûte de plus en plus cher aussi d'aller chercher des audiences, etc. Donc l'article décrit bien, et on va continuer un peu ce listing, mais d'écrire un peu toutes les raisons qui font qu'en accumulant la difficulté que rencontrent les médias, parce que même sur les plateformes elles-mêmes des médias, donc chez elles, ce modèle qu'on voyait un peu comme la grande solution des paywalls, hein, des abonnements Mmh. payants, et ben on sent un vrai tassement. On voit, il y a des médias qui ont fait machine arrière, ou qui changent, qui essayent d'aller chercher plutôt du soutien, comme le Guardian ou le Washington Post, etc. Mais c'est compliqué aussi le paywall et l'abonnement. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on a eu vraiment un pic du paywall, notamment aux États-Unis pendant le mandat de Trump. On a vu des gros médias comme le New York Times, le Washington Post vraiment engranger beaucoup de nouveaux abonnés parce qu'il y a eu une vraie, on va dire, panique démocratique et politique. Donc les gens avaient ce besoin primordial de rester informés. À partir du moment où Joe Biden est passé, il y a eu moins cette urgence-là que Ça de retombe, vraiment quoi. C'est voilà, moins d'actualité nationale c'est quelque ça. part, moins de clash, moins de danger, moins de peur, et donc les gens se disent bon bah en fait, j'ai peut-être pas besoin de mon abonnement au final. Tout à fait. En tout cas, c'est devenu aussi une question, aussi d'économie parce qu'on a vu aussi l'inflation, vraiment grimper, de manière, très, très forte. Faut savoir aussi qu'on a, énormément d'autres abonnements, dans notre offre média. Enfin, on a tous un abonnement, je sais pas, à Netflix, Amazon Mmh. Prime, que sais-je encore. Spotify. Voilà, et donc à un moment donné, en fait, entre manger ou consommer du média, faut faire un peu des choix. Et dans cette logique-là, et ça c'est quelque chose qui se voit aussi très bien en France, c'est dans un premier temps la logique du winner takes all. Donc, c'est-à-dire que le plus gros média va récupérer la plus grosse partie des abonnés. En France, c'est Le C'est Le Monde. Monde. C'est Le Monde, voilà. Après, il y a d'autres gros médias, bien sûr, qui ont beaucoup, beaucoup d'abonnés, mais Le Monde, de manière globale, c'est eux qui ont vraiment le plus, la plus grosse base. Aux États-Unis, c'est le Washington Post et le New York Times, mais ils ont aussi vu leur niveau beaucoup se Ouais. réduire. Et à côté de ça, et ben en fait, on a tous les autres médias plus ou moins intermédiaires, plus ou moins gros, qui eux dévissent vraiment sévèrement et donc qui ont opéré un vrai recul en matière de paywall. Alors je vais vous retomber dessus. Voilà, c'est ça. Donc il y a TechCrunch, le Time, Quartz, Chicago Sun Time, tout un tas vraiment de médias qui ont laissé tomber vraiment cette barrière à l'entrée, ce qui est vraiment une stratégie assez radicale. Ouais. Euh, Pour retrouver des audiences, pour, voilà, donc essayer, qui sur plus de publicité ou, de la diversification, du content to commerce, mais en tout cas se dire, on doit retrouver un peu de puissance, il faut faire remonter, les audiences, et on désactive le paywall. c'est ça. Et en plus, c'est un équilibre qui est pas toujours évident parce que, comme ce qu'on disait avant, c'est que même si on désactive le paywall, ça veut pas forcément dire qu'on retrouve une forme de visibilité parce que les réseaux sociaux ne jouent plus vraiment le jeu. Donc, Ouais. ça demande de savoir doser entre les revenus publicitaires qu'on peut avoir, le studio qui peut travailler à côté. Voilà, c'est vraiment un numéro d'équilibriste qui n'est pas évident en ce moment. Ouais, c'est clair. Avec quand même quelques, lueurs d'espoir pour ceux qui ont un contenu très différenciant ou assez professionnel, comme, vous citez dans l'article, Politico, C'est Bloomberg, ça. Dow Jones, ceux qui sont B2B ou vraiment sur du contenu, de niche qu'on ne trouve pas ailleurs et pour lequel les gens sont prêts à payer très cher. Il y a deux stratégies qui se battent et qui sont assez intéressantes. C'est d'un côté effectivement le contenu niche à portée financière, économique, qui va s'adresser à un public de gens qui travaillent dans des entreprises et donc où les entreprises peuvent se permettre de payer un abonnement relativement cher. Donc là, ils vont avoir de l'info qui sera effectivement très niche, pas forcément grand public. On peut aussi se poser la question de l'aspect démocratique du journalisme qui peut-être lui aussi peut être en brèche là-dessus. Et d'autre part, un journalisme plus grand public qui va être intégré au sein de bundles d'abonnements. Donc c'est ce que fait le Times depuis quand même quelques années. Faut savoir que le Times, les trois quarts des gens qui s'abonnent, ils s'abonnent pas pour lire les news. Pour le Les news, média.
ils s'abonnent parce qu'ils ont les mots fléchés et les recettes de cuisine. Et Exactement. Et l'information le vient en plus. sport, Voilà, et cetera, Wordle, c'est ça. Donc c'est on peut imaginer que c'est plus un média. bah, c'est un média de manière globale, mais l'information fait partie d'une offre beaucoup plus Global, de importante, plus l'entertainment, globale. infotainment, Voilà. Et et donc, on cetera. pourrait Et très bien ça marche. imaginer que à l'avenir, soit on peut s'abonner, par exemple via Caféine en France, on peut avec un abonnement avoir accès à tout un tas de médias. Et je trouve que c'est une plateforme et une offre qui est quand même intéressante. Ou alors, imaginez plus tard, je sais pas, peut-être Netflix qui décidera d'inclure des abonnements de médias écrits en faisant des partenariats. Tout est possible. Ouais. Alors ouais, alors ça à la fois et ça on pourrait en discuter longtemps, hein. C'est évidemment, super et ça permet d'avoir accès à plein de choses. Maintenant pour la marque, le média, est-ce que tu as accès aux données? Est-ce que ta marque mélangée à plein d'autres comme ça, éclatées, est-ce que c'est bon pour ta marque? Est-ce que ça fait venir les gens, chez toi? C'est encore une autre question, mais d'un point de vue utilisateur, ça fait toujours rêver effectivement de se dire un abonnement et pouvoir accès, à l'ensemble de la presse, sinon ça coûterait évidemment trop cher. Voilà donc on sent sans je sais pas si on reste sur une note, se dire que le journalisme web est mort, mais vive le Bon, journalisme. Il y a quand même des choses positives dans tout ça? oui, donc c'est vrai qu'effectivement, on est obligé un peu de dramatiser les choses dans le titre, mais je pense que ce qui est intéressant à voir c'est qu'en tout cas, les marques médias, elles ont quand même toujours leur importance quand il y a des problèmes démocratiques entre guillemets. C'est quand même c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir se baser et je pense qu'on verra dans les années à venir, les élections étant quand même relativement incertaines sur le résultat, notamment aux États-Unis. Ça pourrait très bien faire un espèce de rebond si Trump revient au pouvoir. Je pense aussi qu'il y a un énorme changement en termes de notre rapport à l'information. C'est-à-dire que les gens n'ont plus forcément envie d'être abreuvés de news en flux, que ce soit dans leurs réseaux sociaux, dans leur fil d'actu, etc. Je pense que c'est un modèle qui, à mon sens, est un peu passé de mode parce que ça génère des angoisses et que je pense que les gens C'est voilà. anxiogène. C'était une Ouais, des raisons évoquées notamment par Meta, tout à fait. Facebook pour dire: «Je retire un peu les médias». C'est que les gens ne veulent plus et d'ailleurs ça a été vu quand même dans les études du Reuters Institute et cetera. Il y a une Exactement. espèce de désaffection pour les news parce que c'est Ouais. anxiogène et que les gens en fait, ne veulent plus regarder. Donc toi ton point c'est plutôt de dire: «On ne les mélange plus en permanence avec les flux qu'on voit, mais on y va de manière plus sélective». Bah, on y va plus sélective et je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne vraiment en ce moment, c'est un peu ce croisement entre alors j'aime pas le mot influenceur, mais créateur de contenu et journaliste. Ouais. Le point commun sur lequel ils peuvent travailler, c'est la relation parasociale. C'est-à-dire que ce que les créateurs de contenu font vraiment bien, c'est de créer un espèce d'espace au sein d'un internet gigantesque. C'est une espèce de bulle dans laquelle ils vont emmener des gens au sein de leur univers et leur parler de sujets qui peuvent être plus ou moins passionnants. Et les journalistes, eh ben en fait, ils peuvent vraiment s'en inspirer. Et il y en a certains qui le font déjà, qui vont utiliser aussi des plateformes comme Twitch. Ah Samuel Etienne Euh, par exemple? voilà, on peut parler de Samuel Etienne, qui, je pense, est le gros exemple en France. On peut même évoquer, alors c'est quelque chose de très différent, mais quelqu'un comme Hugo Décrypte, lui, il va aussi jouer sur le parasocial, mais il va quasiment reproduire une espèce de 20 heures pour la génération Z, beaucoup plus resserré, avec seulement 5 ou 6 sujets vus en 5 minutes, et qui fait le job. Honnêtement, Ouais. concrètement, voilà, ça fait vraiment le taf. Et en fait, voilà, je pense qu'on a vraiment ce besoin de personnaliser, enfin d'incarner pardon l'information. Incarné. Mmh. Et ce qui se voit aujourd'hui et ce qu'on a pu voir ces dernières années aux États-Unis, c'est qu'un média commençait à se casser la figure. Les journalistes un peu stars qui avaient déjà réussi à développer sur X, enfin ex Twitter ou sur Facebook déjà une certaine communauté, bah en fait sont partis de ces médias-là et ont monté leur propre newsletter et ils ont réussi à vraiment transformer l'essai en ayant une base d'abonnés payants. Le dernier exemple en date que je trouve vachement intéressant, c'est 404 Médias, donc qui est un Mmh. média monté par des anciens de Motherboard, qui était la verticale tech de Vice. Ouais. Et donc, c'était monté par 4 journalistes, vraiment dans une espèce de micro-rédac, 4 personnes, pas de chichi, pas de studio, rien du tout. On fait directement payer les gens par un abonnement, par un soutien, voilà, donc Très direct. direct. Et le média cartonne à mort. Moi, je vois leurs articles énormément. Ils ont de l'info, ils ont de l'exclu. On sent que voilà, déjà il y a un vrai travail journalistique qui est fait dessus, mais ils ont aussi une vraie communauté qui les suit et ils font voilà un travail journalistique incroyable. Donc il y a toujours des possibilités entre guillemets de s'en sortir, mais
Je pense que ça va plus se voir d'un point de vue individuel ou toutes petites structures qui Petite vont structure, monter et qui vont agile, un voilà. peu, sur des verticales. On peut pas non plus tout traiter ou alors il y a des exceptions un peu à la Hugo Décrypte effectivement parce qu'il a été probablement un des premiers et Ouais, il a trouvé sa communauté. Mais, voilà donc agile, une verticale, très expert et sans chichi comme tu le dis, petite structure, en direct avec les lecteurs. Et donc là, il y a des succès, il y a des belles histoires et ça nous permet de rester sur une note positive sur, voilà. cet article. Mais bon, c'est intéressant effectivement de voir de voir quand même l'évolution, hein, puisque voilà, je sais pas quel âge t'as. Moi, j'en ai quasiment, enfin 44. On a quand même Je bien. viens d'avoir les 40 là, ça y est. Bon bah voilà, tu vu l'évolution et on pouvait se dire il y a 20 ans, voilà, le journalisme print est mort et Mmh. tout l'avenir c'est le journalisme web. Bon, il a quand même été bien secoué, hein. Ouais. Et cet article, voilà, c'est assez intéressant de faire cette énumération. On n'a pas parlé de l'IA, mais on va en parler sur un autre sujet là dans quelques minutes. Ça reste une industrie en Qui n'en perpétuelle finit évolution. pas de mourir en fait. J'ai l'impression qu'on annonce sa mort continuellement parce qu'en fait, effectivement, elle bouge beaucoup, elle est à l'avant-poste de toutes nos pratiques médiatiques. Oui. Et nos pratiques médiatiques, elles sont bouleversées de 5 ans en 5 ans, de 10 ans en 10 ans. Et bah, en fait, on est obligé de s'adapter en tant que journaliste. Mais moi, je reste persuadé que le journalisme en tant que tel, c'est une valeur auquel les gens tiennent. Enfin, c'est quelque chose que les gens ont besoin et ont envie. Et quand des journalistes proposent un bon format, des bonnes choses intéressantes à lire, bah, il y aura toujours des gens pour les consommer et payer pour ça. Et payer pour ça d'une manière ou d'une autre. Oui. Euh, Petite, on retraverse l'Atlantique, on va au Guardian. Petite nouveauté en termes du X que je trouvais intéressante de mettre en avant dans cette pastille actu. Il référence désormais les articles qui sont lus le plus longtemps et non plus uniquement les plus lus. Et Mmh. donc eux ils traduisent ça comme les deeply read avec ou lus avec attention en bon français. Si on parle en termes marketing, c'est le taux de complétion qu'on a aussi dans les podcasts, savoir en fait si un article a été vraiment lu jusqu'au bout et donc calculer le ratio entre sa longueur et le temps de lecture. Et ça permet d'avoir des tops articles totalement différents de juste les plus lus. Je trouvais ça assez pertinent. Est-ce que ça t'inspire quelque chose dans cette guerre de l'attention Oui, qu'on a en permanence? moi je trouve que c'est un super choix. Je pense que pendant très longtemps, on a été dans une espèce de course au clic et au buzz qui, bon, voilà, tous les termes de putaclic, de clickbait Putaclic, qu'on avait. clickbait, Voilà, on connaît ça bien. Encore une fois, on parlait de l'évolution, tout ça, on a connu ces effectivement. phases-là et c'est quelque chose qui a profondément marqué le journalisme web Et qui a donné aussi lieu à tout un tas de formats. Bon, on pourra en et parler de médias. de BuzzFeed qui a totalement surfé là-dessus avec ses tops, ses trucs. Bon, ça a fonctionné parce que notre génération, hein, moi la première, était consommateur de ce genre de contenu. Maintenant, je pense que c'est un chiffre qui est vachement intéressant parce que aussi ça met l'accent sur déjà la qualité d'écriture. Je pense que ça oblige les journalistes à réfléchir vraiment à faire une forme de storytelling. Et on n'est pas obligé. J'imagine que ces articles-là ne sont pas forcément les plus longs d'ailleurs, c'est même pas une question de longueur, Pas forcément, non, mais c'est le ratio. mais voilà, l'idée de dire effectivement, on commence un article et on va jusqu'au bout, c'est quelque chose que nous on regarde déjà nous-mêmes dans nos propres métriques, c'est-à-dire que quand on voit qu'on a un taux de rebond, que les gens sont passés juste à peine 20 ou 30 secondes sur un article, bah, en fait le taf il est pas bien fait. Si Oui, par contre il y a 1 minute 30 de lecture, c'est qu'ils sont vraiment allés jusqu'au bout, et là ça veut dire qu'en fait il y avait en termes d'écriture et en termes d'amener une information de manière vraiment intéressante, le travail a été fait. Pour moi, c'est une métrique qui peut être aussi intéressante d'un point de vue économique parce que, comme tu le dis tout à l'heure, bah, c'est les podcasts qu'on écoute le plus longtemps, c'est les articles qu'on va lire le plus longtemps qui sont les plus engageants, qui vont éventuellement générer aussi une conversation derrière qui n'est pas forcément d'ailleurs une conversation ultra clivante. Parce qu'il faut aussi voir que là-dessus, les choses ont quand même assez beaucoup dévié. Il y a beaucoup d'articles qui sont extrêmement clivants pour pouvoir générer ensuite bah, du débat dans les commentaires et pour mmh. pouvoir ressortir sur les réseaux. Moi, je trouve que ça nuit à la démocratie d'avoir des gens qui s'écharpent sans cesse et constamment. C'est bien aussi d'avoir un peu de conversation, des gens qui apportent des choses en plus. Donc pour moi, c'est vraiment un changement qui est très malin, très intelligent. Faudrait voir si c'est quelque chose qui va être ensuite adopté par la suite par d'autres médias et j'ai hâte de voir Exactement ça. et pour info que c'est quelque chose qu'ils utilisaient déjà en interne, Mmh. qu'ils regardaient en interne donc comme vous,
pour suivre un peu. Et puis ça faisait a priori un moment qu'ils voulaient le mettre. Donc ils l'ont un peu modifié. C'est que sur des articles récents. Voilà, pour éviter d'avoir des choses trop bizarres ou trop vieilles, etc. Mais voilà, ça permet de montrer les articles sur lesquels il y a de l'engagement, et ce sont pas du tout les mêmes articles. Mmh. C'est des articles effectivement beaucoup parfois plus techniques, etc., où il y a donc plus d'engagement. Donc moi je trouvais ça bien, et ça c'est parmi tous les autres médias qui font un peu de manière classique les most view, etc., qui reste quelque chose d'intéressant évidemment. Ça sortait un petit peu, et je trouve que encore une fois, on voit ce shift aussi dans la pub où c'est plus tant le volume, mais c'est l'attention qu'on Mmh. va mettre, quelque chose d'un peu plus pesé, mesuré. Je trouve l'initiative assez intéressante. Autre sujet donc qui vient de l'ADN, c'est quelque chose que j'avoue je n'avais pas vu. C'est une affaire en France d'usurpation de voix par de l'IA. On le sait, c'est très simple, c'est à portée de clic. On peut Ouais. cloner sa voix, hein. J'avais fait une vidéo il y a pas longtemps que j'ai postée sur le groupe WhatsApp, on a un groupe WhatsApp où on a changé les textes d'un épisode de Mediarama pour parler de Palourde, et c'est avec ma voix, et les textes ont été générés par ChatGPT avec ma voix. Donc c'est assez bluffant, ça marche bien, c'est vraiment très simple. Et donc là, il y a eu des créateurs de contenu qui ont créé de faux comptes en usurpant des vrais créateurs de contenu, notamment Nota Bene, qui est ce célèbre streamer qui raconte l'histoire, et, euh, et qui donc se font passer, je sais pas s'ils monétisent ou pas, mais voilà, ça a généré quand même pas mal d'attention et Ouais. pas de scandale. Tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus? Ouais, effectivement, donc c'est vrai que c'est parti d'un tweet de Benjamin Briot, donc Nota Bene, qui a vraiment poussé un coup de gueule en disant bon bah voilà, mais les gens qui me suivent me font remonter ce compte qui usurpe ma voix et qui fait un contenu qui ressemble vaguement à ce que lui pourrait faire, c'est-à-dire que Sur TikTok donc, hein. c'est ça, et c'est sur TikTok, donc c'est quand on va sur ce compte-là, alors il n'existe plus à présent, il a été Ça s'appelait supprimé. Histotrad. Exactement, ouais. Et quand on écoutait ça, c'était assez bluffant. On avait vraiment la voix de ce mec. Mais ce qui était assez intéressant, c'est que le créateur anonyme de ce compte-là faisait tout pour éviter. Enfin, il avait pris des précautions. Il avait dit c'est un compte expérimental, je ne fais pas d'argent dessus. C'est vraiment pour voir ce que ça donne. Bon, sauf que il l'avait bloqué dans les commentaires. Il avait fait en sorte que, enfin, il n'avait pas du tout répondu à ses à ces questions. Et en fait, je pense que c'est TikTok qui visiblement a supprimé ce compte après avoir eu plusieurs jours de signalement de masse venant de sa communauté, venant de la communauté Ouais. de Nota Bene, quoi. Et la même histoire est arrivée aussi à Feldup, qui est un autre créateur de contenu, lui plus spécialisé sur les histoires un peu creepy, les vidéos un peu étranges d'internet, qui est très 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 populaire en ce moment. Et lui, il a quasiment un compte qui a usurpé aussi sa petite, son En petit disant que logo. c'était un compte secondaire, Exactement, etc., comme peuvent avoir beaucoup de streamers, youtubeurs, des comptes secondaires tout pour à d'autres fait. histoires. Donc là, vraiment, on était pour le coup, il n'y avait même pas de précaution ou de disclaimer qui Non, non. pourrait laisser penser que c'était Non, vraiment, on on a était dans le fake. vraiment eu dans le fake total, donc la voix totalement clonée aussi par IA. Et en fait, ce qui je trouve intéressant, j'ai pas trop poussé cette réflexion dans l'article, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est le rapport au contenu des créateurs et de la manière dont on peut se permettre ou pas de le repomper et de le réutiliser. J'avais l'impression qu'on était un peu passé à autre chose, notamment vis-à-vis de ma génération d'internautes. Bon, voilà, comme je disais, j'ai 40 ans, donc j'ai quand même suivi l'évolution du web depuis quasiment 25 ans maintenant. Et j'avais l'impression que voilà, l'usurpation d'identité, le vol de contenu, le fait de prendre un contenu sans le créditer, c'était quelque chose qui était quand même acté comme quelque chose de pas bien. Enfin voilà, mais Hmm. visiblement, je sais pas si c'est une question de nouvelle génération ou de gens sans scrupules. Visiblement sur TikTok, prendre du contenu, usurper la voix de quelqu'un, ça ne me pose aucun problème parce que c'est tellement le bordel et il y a tellement d'autres comptes qu'on se dit bah ça va passer inaperçu, t'inquiète frère, c'est bon ça passe quoi. Et je suis assez étonné de ce manque d'éthique. Et du coup, je me dis, bah, c'est un travail qu'il faut toujours un peu remettre, c'est-à-dire, bah, en fait, oui, les créateurs de contenu, ils travaillent, littéralement, ils gagnent leur croûte avec ça. Leur Ouais. voix et leur contenu, c'est leur instrument de travail. Et donc, l'usurper, bah, il faudrait des outils qui évitent ce genre de choses. Et ce que Benjamin Briot me disait, c'est que autant YouTube est relativement euh, Réactif. réactif, voilà, sur cette histoire-là, parce que aussi ils ont des comptes quand même assez importants. Ils
beaucoup de gens qui les regardent de manière très régulière, donc ils peuvent parler à des humains, et ça c'est très important d'avoir pas forcément un service SAV, mais au moins ne serait-ce qu'avoir quelqu'un au bout d'une boucle de mail qui dit bon bah ok, je vais jeter un œil, effectivement ça va pas, on règle le problème. Et lui il me disait en 2 heures de temps, les Sur contenus YouTube, sur sur YouTube, 2 heures de temps, il est capable de régler un problème. voilà. Là, ça lui a pris plus d'une semaine pour TikTok. Il dit, il y a personne qui répond. Quand ça me répond, c'est que des réponses automatiques. C'est une catastrophe. Et ça pose la question de dire, bah voilà, ces plateformes, effectivement, tout le monde peut participer. Mais quand on regarde vraiment dans les faits, le web est en train de se professionnaliser. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens un peu random comme qui posent du contenu, et surtout quand c'est de la vidéo, parce que c'est plus compliqué de se filmer et de faire du contenu vidéo que de faire de l'écrit, mine de rien. Donc en fait, on a vraiment une professionnalisation de la création de contenu sur les réseaux. Et ces gens-là, bah en fait, ils travaillent, ils gagnent leur croûte avec ça. Et s'ils n'ont pas derrière une plateforme avec un vrai SAV et un vrai canal avec lequel ils peuvent parler, bah ça commence à poser problème. C'est pas très sérieux tout ça. Non, c'est clair et tu vois, je reviens sur, Facebook, dans des groupes, là, je pense à celui de The Audiencers, monté par les équipes de Pool, où il y a pas mal de gens du marketing. Le nombre de personnes qui demandent des contacts chez Facebook, Et Meta, parce qu'ils ont des problèmes et il y a personne, personne. c'est hallucinant. Alors on sait que Ouais. voilà et bon, il y a des engagements dont on parlait tout à l'heure des médias, mais se dire que tu es un grand média, donc avec une résonance, nationale que tout le monde connaît et que tu peux pas avoir un humain à qui parler, ça paraît assez dingue. Et là, TikTok, c'est ça, parce qu'on Ouais. parle quand même de gros producteurs de contenu, Nota Bene, Feldup, c'est pas des petits, qui sortent de nulle part. Ils mettent plus d'une semaine à régler un truc grave de faux comptes, et cetera. Moi, je Feldup, c'est toujours pas réglé, hein. Le compte est toujours en ligne malgré les signalements, quoi. Et parce qu'en fait, il n'y a que les célébrités entre guillemets qui ont le droit de faire un appel à l'usurpation d'identité, et à charge de décider si Feldup est une célébrité ou pas. Et visiblement, TikTok considère que ce n'est pas une célébrité, donc il en a rien à faire. d'accord, donc lui, son le compte est toujours, Et c'est assez il est dingue. toujours là, quoi. Et ça me fait juste penser à un dernier truc qui est intéressant, c'est-à-dire que pendant très longtemps, les médias sociaux, avant même qu'on les appelle les médias, mais les réseaux sociaux, étaient vraiment en mode nous ne sommes que une plateforme, nous ne sommes pas Oui, responsables du contenu qui est publié chez nous. Et ils se sont vraiment cachés derrière ce petit doigt juridique, parce que pendant très longtemps, les providers, enfin les plateformes sociales ainsi que les hébergeurs de blogs à l'époque n'étaient pas pénalement, juridiquement responsables du contenu qui était publié. C'est une manière de protéger un peu le business, c'est de dire bon bah on va attaquer la personne qui publie un contenu problématique et non pas le réseau en lui-même. Mais maintenant, on voit bien qu'en fait, ils se cachent derrière cet argument-là pour ne en avoir rien à faire et ne pas avoir à faire face à leurs responsabilités. C'est vraiment problématique. Et c'est en train de changer aux États-Unis. Il y a toute une réflexion autour de comment est-ce qu'on considère ces plateformes. Est-ce que c'est des médias? Auquel cas, ils ont une ligne éditoriale, ils ont une responsabilité juridique, et auquel cas, eh ben, ils peuvent être attaqués sur ce genre de choses. écoute, ça, c'est un grand sujet dont on va continuer de parler effectivement. Moi, je pense qu'il faut il faut se battre avec ces plateformes pour qu'elles reconnaissent aussi leurs responsabilités. Parce que c'est vrai que c'est parfois un peu facile de Exactement. se dire: «Nous, voilà, on n'est pas responsables, c'est juste on est des passeurs de contenu». En tout cas, voilà, assez intéressant de ce côté IA, la facilité de plagier du contenu, même audio et donc d'utiliser quelque part, ce que dit Benjamin Briot, hein, nota bene, sa marque parce que sa voix en tant que streamer, bah, ça fait partie totalement Tout à bah, fait. de ses actifs, de ses assets, de sa marque. Voilà, quelque chose qui peut être plagié aujourd'hui hyper facilement. Ah, c'est une vraie Voilà. boîte de Pandore. L'IA, ça a Ouais, été c'est une vraie boîte de ouvert, Pandore. On c'est parle pas là fini. de fake news politique avec, Ouais. des grosses organisations qui ont des moyens. Là, on parle de n'importe qui, en quelques minutes qui peut, totalement venir plagier sans que les plateformes réagissent en l'occurrence. Donc il y a quand même beaucoup de warnings, là-dessus à suivre. J'espère que, il y aura la possibilité demain de pouvoir, signaler ça et que ça aille un petit peu plus vite. Petit entrefilet, rien à voir, François, dans le collimateur du Conseil d'État, on avait déjà évoqué que la CPPAP, un ministre de la culture à l'époque voulait en fait supprimer la reconnaissance spell IPG. Alors c'est beaucoup d'acronymes dans ce monde. La commission paritaire qui voulait retirer la reconnaissance information politique générale du site François, suite un peu à ses dérives pendant
la crise du Covid et être relais de thèses un peu complotistes. Ils avaient fait appel au tribunal administratif qui avait été entendu et donc là, il y a le Conseil d'État qui réclame à nouveau un réexamen de ce statut du service de presse en ligne. Je ne sais pas si tu avais suivi un peu l'histoire de François pendant Euh, la crise sanitaire, cette espèce de descente un peu aux ouais, enfers de ce média qui résonne pourtant, hein, on parlait de grands noms, etc., à résonance nationale. François, ça l'était. ah bah là, on parlait d'usurpation. Ouais, Tout à ouais, fait, c'est là, clair. c'est C'est presque une autre forme d'usurpation. une Non, c'est sûr. usurpation de marque. Oui, oui, c'est une catastrophe. En fait, c'est là où on se voit que, bah, bon, François était clairement un média déclinant. Je sais plus exactement dans quelles circonstances il a été racheté, il me semble. Il a été racheté plein de fois par Ouais, un voilà, c'est ça. oligarque russe ou de l'Est, je sais plus exactement. Et puis il y a eu différents trucs. Et au final, c'est plus qu'une marque rachetée au Et voilà, tribunal pour quelques milliers d'euros. Il y a exactement. plus C'est une rien. coquille vide, en fait, une C'est une coquille coquille vide. vide qui a été vraiment utilisée pour faire passer le loup dans la bergerie, on pourrait le dire comme ça. Enfin, c'est-à-dire que ce qui est assez étonnant aussi et intéressant, c'est de voir que la sphère complotiste, conspirationniste, elle a quand même besoin de s'accrocher à des marques médias pour avoir une certaine forme de légitimité, même si c'est que de la para, quoi. Et je trouve ça assez intéressant, même étonnant, parce que je me dis, ces gens-là ont des communautés extrêmement fortes sur les réseaux, ils fonctionnent en vase clos, c'est presque des sectes finalement, mais il y a toujours cette envie de se dire, bon bah voilà, on est François maintenant, et François doit avoir une voix qui compte plus ou moins dans le monde médiatique. En tout cas, c'était un sacré coup de leur part, et je suis étonné que François puisse encore être considéré comme un média à part entière. Enfin, c'est vraiment une Et catastrophe. ça l'est, hein, jusqu'à présent, c'est toujours un média d'information politique générale, donc c'est avec des avantages fiscaux, avec la Ouais. possibilité de se voir attribuer des subventions publiques, des journalistes, etc. Donc voilà, ils se sont battus sur le terrain administratif pour gagner du temps. Voilà, mais là, le Conseil d'État remet ça sur la table. À suivre, en tout cas, l'aventure François qui n'en finit pas un peu d'animer les médias. Dernière petite news, alors plus une recommandation de lecture à lire dans la revue des médias par Mathieu Deslandes qu'on ne présente plus, qu'on aime beaucoup, en tout cas qui fait un super travail et qui a fait une interview en fait de quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, je ne sais pas si c'est ton cas, qui s'appelle Tommaso De Benedetti, un Italien, donc ancien journaliste, reconverti en faiseur de fake news. Il piège la presse en fait en créant des faux comptes sur X, sur Twitter et en relayant des Mm. fake news. Alors avec une motivation un peu obscure qui est d'alerter sur les dérives des médias, parfois vraies, à relayer des infos sans bien les vérifier, les recouper, mais qui en fait contribue lui-même à rendre moins Ouais. crédible parce qu'il fait vraiment un travail de faussaire assez pointu. Il raconte tout ça et donc bah voilà, ça le fait marrer, il raconte ça. Il a commencé en tant que journaliste et il a fait des fausses interviews. Et je pense là vraiment en mode fausse interview parce qu'il n'arrivait pas à voir les personnes qui voulaient interviewer. Il s'est fait prendre la main dans le pot de confiture, comme on Mhm. dit. Et puis depuis, il s'est un peu reconverti là-dedans. Je sais pas si tu connaissais son histoire. Pas du tout. Alors, Elle il est y a dingue, déjà hein. eu des histoires de grands faussaires comme ça, journalistiques, qui ont pu pendant des années tromper leur rédac chef. Bon, je trouve qu'il est gonflé quand même de de se dire, bon bah oui, en fait, bon bah maintenant que ma carrière de faussaire est terminée, je vais en faire quasiment une espèce de ligne éditoriale. Euh, je trouve que sa démarche est intéressante parce que oui, clairement, il y a un souci de, comment dire, de circuit de l'information aujourd'hui dans beaucoup de rédactions, qui n'est pas un problème qu'on veut faire les choses mal, mais que on doit les faire mal parce que il y a On doit les faire vite. un voilà, un manque de moyens et une espèce de course un peu course à l'oignon qui est vraiment impossible à zapper. Et la vérification de l'information, effectivement, c'est un pilier du journalisme. C'est quelque chose qui doit être un peu au cœur de notre travail. Euh, Malheureusement, c'est souvent oublié ou en tout cas fait de manière un peu secondaire, pas forcément avec sérieux. Il y a encore des médias qui ont des fact-checkers internes, qui ont
comment on appelle ça, Des cellules de fact-checking. oui, voilà, qui peuvent, voilà, éventuellement faire un travail, notamment pour les travails d'enquête. Maintenant, c'est vrai que, on voit souvent passer effectivement des interviews, mal préparées avec des gens, dont le background n'a pas été, très checké. Il y a eu une affaire notamment là, du New York Times qui est en train de ressortir avec une journaliste qui, Au Moyen-Orient, je ouais, crois, tout à ou fait, voilà, sur ouais, je me souviens de cette histoire d'il y a 2-3 ans, ah non, une non, espèce c'est de beaucoup star. plus récent, sur des articles qui ont été, sur le massacre du 7 octobre, Oui, c'est ça. Ah pardon, non, donc on parle pas de la même non, histoire. non, en fait, il y a eu des histoires, enfin, bon, ce qui s'est passé, le 7 octobre a vraiment été terrible, mais en fait, il y a eu des journalistes qui, travaillent quand même plus ou moins avec l'armée israélienne, qui ont, amplifié les choses, les ont rendues, beaucoup plus, monstrueuses que c'était nécessaire, qui ont, mis en avant vraiment des vraies fake news, pour ajouter à l'horreur et faire, un travail de propagande finalement, Mmh. pour justifier les bombardements, sur la bande de Gaza. Voilà, et en fait, il y a tout un travail de fact-checking qui, vient, bien beaucoup trop tard, plusieurs mois après, on se rend compte que, vraiment, ça n'avait pas été fait, il y a eu aucune vérification. Donc, là, oui, la question de la vérification d'infos, elle se pose surtout dans ces moments-là où tout est très, très tendu et où on a besoin d'être, au cordeau sur les faits, quoi, où vraiment il Ouais. faut pas dire plus que ce qui s'est passé, quoi. Ce qui est déjà la Je pense réalité déjà notamment au horrible. bombardement de l'hôpital, et cetera, justement Voilà. dans Donc, là, il y avait cette histoire de 40 bébés décapités, par exemple, pendant ouais. lors de ce massacre, ce qui était totalement faux, voilà. Donc, voilà, effectivement, cette démarche de challenger les médias en disant, bah, vous ne vérifiez pas l'information, soit, ok, très bien, je pense que c'est une critique qu'on peut tous entendre. De là à aller faire des comptes ultra, faux, enfin, se faire passer vraiment pour faire un travail de Ouais, faussaire, pour ça, et voilà. alimenter, parce qu'on sait que derrière, on n'arrive pas vraiment bien à contrer la propagation d'une fake Bah news. Donc oui. même si derrière tu rétropédales ou tu dis: «Oui, c'est faux», bah, le mal est fait. Donc Ouais. C'est il y a quand même aussi ce côté un peu, j'ai le même problème avec schizophrénique. les gens qui disent, je fais du Gorafi ou de la parodie d'informations, Ouais, et qui sont sur cette ligne où c'est vraiment très, très, on sait pas si c'est de la fake news pure ou si c'est de la parodie. ouais. Des fois, c'est pas très drôle. Le côté satirique ne ressort pas vraiment, et en fait, cette frontière entre ce qui est vrai, ce qui est faux, il y a beaucoup de gens qui aiment vraiment, flirter avec et qui ensuite se justifient en disant: «Non, non, mais c'est pour tester, si les médias suivent bien». Ben, enfin, ouais, en fait, on peut pas être sur tous les fronts non plus, hein. Enfin, je veux dire, il Non, y a non, déjà c'est beaucoup de travail. clairement. Donc si en plus il faut qu'on débunk les bêtises qui sont faites pour nous tester, on s'en sort plus, quoi. Et c'est vrai que, bah, il y a ce fameux adage qui dit, quand on dit une chose fausse, la vérité met 7 fois le temps que cette chose fausse a été, je le dis pas clairement, mais en gros, concrètement, la vérité va beaucoup plus lentement, Que que la la fake news. propagation des Voilà. fake news. Donc, Exactement. évitons de C'est ça. propager des fake news de base, quoi, voilà. Voilà, Évitons-les de juste pour base. démontrer qu'elle se propage. Je suis assez d'accord. En tout cas, un truc assez, rocambolesque, une interview, bah, bien travaillée, par, Mathieu Deslandes. Donc, il s'appelle Tommaso De Benedetti, à lire sur la Revue des médias, l'excellent média sur les médias de l'INA. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour, ton temps et d'avoir participé avec nous à tout ça, David Julien. Merci beaucoup. Écoute, et puis bravo pour ces articles. Donc à retrouver sur l'adn.eu. Je mettrai évidemment les liens des articles mentionnés dans les notes de l'épisode. Et il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée. Merci d'avoir écouté. Salut David Julien, à la prochaine. Salut, merci beaucoup. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa